je vais vous parler d'aplasie, donc ce qu'il faut faire et pas faire en réa. J'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Un tout petit rappel sur l'hématopoïèse. Donc vous vous rappelez que dans la moelle, il y a des cellules très jeunes, les progéniteurs, qui vont se différencier en lignée myéloïde ou lymphoïde pour donner toutes les cellules du sang que vous connaissez, c'est-à-dire les plaquettes, les polynucléaires, qui soient neutrophiles, basophiles et eosinophiles, et puis les lymphocytes T ou B. Donc il y a deux lignées qui vont se différencier. Alors c'est quoi une aplasie ? Mais l'aplasie, c'est une insuffisance médulaire, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de production des éléments figurés du sang, donc les cellules matures qu'on vient de voir, et donc ça donne des cytopénies périphériques. Donc la moelle osseuse, il faut vraiment la considérer comme une usine qui va produire des cellules très jeunes et qui vont se différencier dans les différentes cellules qu'on vient de voir. Le plus souvent, l'aplasie, elle est acquise et très rarement constitutionnelle. Donc les étiologies les plus fréquentes d'aplasie acquise, c'est médicamenteuse ou toxique, essentiellement liée aux chimiothérapies. Et quand elle est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une maladie primitive de la moelle osseuse, que ce soit une leucémie aiguë, une aplasie médulaire idiopathique ou une hémoglobinurie paroxystique nocturne, par exemple. Donc les définitions des cytopénies, donc les différentes lignées, donc il y a la lignée blanche, donc les globules blancs, donc on appelle ça la leucopénie. Et donc on dit qu'on a une leucopénie quand on a moins de 4000 globules blancs, et une neutropénie, donc quand ça concerne les polynucléaires neutrophiles qui sont impliqués dans les défenses antibactériennes, quand ils sont à moins de 1500, et on dit aplasie quand il y a moins de 1000 leucocytes totaux ou moins de 500 polynucléaires. Donc c'est là que vous entendez « il est en aplasie » et on verra après ce que ça implique. L'anémie, le seuil est à 12 grammes d'hémoglobine chez la femme, 13 grammes chez l'homme. Et les plaquettes, il n'y a pas de différence, c'est 150 000 chez tout le monde. Et quand on parle de pancytopénie, c'est une atteinte de ces trois lignées, donc blanche, rouge et plaquettes. Et on peut parler de bicytopénie ou de monocytopénie quand il y a une seule lignée qui est atteinte. Donc la toxicité des chimiothérapies, donc elle est bien codifiée. Il y a une classification OMS en fonction des grades. Donc ça concerne le foie, les muqueuses, etc. Mais aussi les cellules du sang qui nous intéressent aujourd'hui. Et vous voyez, quand on a une toxicité de grade 4, on a moins de 1000 leucocytes. Et c'est là qu'on est en aplasie. Et ça concerne aussi les globules rouges et les plaquettes. Donc l'aplasie post-chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est qu'elle est transitoire. Heureusement, quand on donne une chimiothérapie à quelqu'un, il ne reste pas en aplasie indéfiniment. Et la durée, elle est assez variable. Ça peut être une aplasie très courte, quelques jours, jusqu'à 2 ou 3 semaines. Et ça dépend surtout des chimiothérapies qu'on a utilisées. Donc on sait qu'il y a certaines drogues qui sont plus aplasiantes que d'autres, par exemple les anthracyclines, le cyclophosphamide à forte dose, les sels de platine. Ça dépend aussi s'il y a une greffe de moelle ou non, sachant que l'autogreffe de cellules souches, le but c'est de réinjecter les cellules du patient, ses propres cellules, pour raccourcir la durée d'aplasie. Et l'allogreffe, en revanche, vous recevez la moelle de quelqu'un d'autre, et donc là vous avez un conditionnement avant qui peut être myéloablatif, et donc là très très aplasiant. Et la prise de greffe peut se faire un peu plus tard, et il y a toute une période où vous restez en aplasie. Et puis ça dépend aussi si c'est votre première chimiothérapie ou si le patient a reçu d'autres traitements qui ont pu un peu affaiblir la moelle, et si vous utilisez ou non, par exemple, des facteurs de croissance. Alors, quels sont les risques maintenant liés à l'aplasie ? Le premier risque, il est hémorragique, et ça, c'est lié à la thrombopénie, puisque les plaquettes, elles interviennent dans la coagulation. Et donc, le risque hémorragique, il dépend vraiment de la profondeur de la thrombopénie. Donc, classiquement, on dit qu'il y a un risque hémorragique quand on est à moins de 50 000, et puis qui est plus important quand on est à moins de 20 000 plaquettes. Donc ça peut donner soit du purpura, comme vous voyez ici, soit des ecchymoses, soit par exemple des bulles hémorragiques intrabuccales, à ne pas confondre avec les érosions intrabuccales. Les bulles, c'est vraiment ce que vous voyez, et ça c'est plutôt un signe de gravité. Et la thrombopénie, ça va nous gêner pour faire des gestes invasifs en réa, que ce soit des poses de cathéter, des ponctions lombaires ou des gestes invasifs, ou même retirer un cathéter, penser à bien comprimer, etc. Donc, pour pallier à cette thrombopénie, on peut faire des transfusions. Et les transfusions de plaquettes, il y a des recommandations de bonnes pratiques qui sont relativement récentes. Et on dit qu'on doit transfuser à moins de 10 000 plaquettes si le patient n'a aucun facteur de risque. Donc c'est rarement le cas en réa. Ils ont toujours au moins un facteur de risque. C'est pour ça que le seuil est plutôt à 20 000. Les facteurs de risque étant la fièvre, l'infection, la mucite, et puis des plaquettes qui baissent
très vite. Et on se fixe un seuil à 50 000 quand on doit faire un geste invasif, ce qui est quand même également fréquent en réa, que ce soit voilà, des biopsies, des ponctions lombaires, des cathéters, etc. Et 50 000 également s'il y a une CIVD, comme ça peut être le cas au cours des leucémies aiguës, ou si le patient a un traitement anticoagulant curatif qu'on ne peut pas arrêter. Donc les hémorragies, elles peuvent être graves. Hein. Ça, c'est une patiente à Saint-Louis qui était au diagnostic inaugural d'une leucémie aiguë myéloïde, qui n'avait même pas reçu encore de traitement et qui s'est présentée, vous voyez ici, avec des volumineux hématomes intracérébraux, beaucoup d'œdème, on n'a plus du tout de sillon. Et vous voyez ici qu'il y a une déviation de la ligne médiane, donc il y avait un engagement cérébral et malheureusement, cette patiente est décédée en quelques heures. Donc la thrombopénie, ça peut être grave. Le deuxième risque, il est infectieux, et là, il est lié non pas aux plaquettes, mais aux globules blancs, donc à la neutropénie. Et on sait qu'il est essentiellement lié à la durée de la neutropénie et à sa profondeur. Donc plus la neutropénie va être longue et plus elle va être importante, et plus il y a un risque infectieux. Et vous voyez ici sur ce petit graphique, ici vous avez le taux de globules blancs, ici vous avez le pourcentage de patients qui ont une infection. Et moins vous avez de globules blancs, plus vous avez d'infections. Et inversement, quand les globules blancs s'élèvent, vous avez moins d'infections. Et donc le risque infectieux, les neutrophiles, ils combattent surtout les bactéries et les champignons, sachant qu'il peut aussi y avoir de l'herpès, notamment chez les patients qui ont une mucite, comme vous voyez ici, qui est au minimum de grade 3, avec une muqueuse qui est très, très inflammée. Donc la neutropénie en réa, il y a des recommandations d'experts qui ont été faites par la SRLF. Et la première chose à savoir dans la neutropénie, c'est qu'il y a vraiment une urgence à mettre une antibiothérapie si le patient est fébrile. L'antibiothérapie, elle est plutôt de large spectre. C'est des patients qui sont immunodéprimés. Et on dit classiquement qu'on met une bêta-lactamine qui va couvrir le Pseudomonas aeruginosa et les bacilles gram-négatifs. Et on peut également couvrir les cocci gram-positifs, plutôt là avec un aminoside comme un glycopeptide. Et en cas de signe de gravité, on peut être amené à faire un aminoside. Et là, dans cette étude qui a été faite par l'équipe de Marseille sur les patients qui ont un sepsis sévère et qui sont neutropéniques, vous voyez qu'un facteur de risque était très fortement associé à la mortalité, c'était de recevoir les antibiotiques en plus d'une heure après le premier signe de sepsis en réanimation. Donc l'antibiothérapie, c'est vraiment une urgence. Quand le patient rentre, il faut lui donner des antibiotiques tout de suite. Et voilà, éventuellement, la deuxième voie, la sonde urinaire, la gastrique, ça vient après. Ce qui est vraiment urgent, c'est de donner des antibiotiques. Alors les prélèvements microbiologiques, il faut les faire pour rechercher le site de l'infection, parce que c'est pas le tout de la traiter, c'est bien si on peut également la documenter, sachant que chez le patient neutropénique, il est fréquent qu'on ne puisse pas la documenter. Et les prélèvements que vous allez faire, c'est ceux que vous connaissez, les hémocultures, le CBU, des prélèvements respiratoires si besoin, mais en aucun cas ils doivent retarder l'antibiothérapie. C'est-à-dire que si votre patient est anurique, vous n'allez pas attendre évidemment des heures avant de faire le CBU. Vous commencez les antibiotiques et puis le CBU, tant pis, il l'aura plus tard s'il reprend une diurèse. Donc les foyers infectieux qu'il faut rechercher en premier lieu, c'est essentiellement digestif, parce que les chimiothérapies ont vraiment une toxicité au niveau des muqueuses. Donc c'est l'entérocolite, comme vous pouvez voir ici, des anses qui sont vraiment épaissies avec beaucoup de liquide à l'intérieur. La mucite, mais également un point d'appel pulmonaire, les infections urinaires, et puis surtout, il faut penser au cathéter. Là, je vous ai mis une photo, vraiment, il est inflammatoire, il est vraiment pas beau. Mais même quand il n'y a pas de signe infectieux, il faut penser à l'infection de cathéter. Classiquement, on dit qu'il faut l'enlever si le patient est en état de choc et qu'il n'y a aucun autre point d'entrée. Et en règle générale, quand le patient rentre en réa, au moins on l'exclut. Si c'est un manchon, on le dépique. Et puis si c'est un pack, on enlève l'aiguille. Et les recommandations sont en faveur. On vous dit que chez un patient qui est en choc et s'il n'y a pas d'autre foyer évident, il faut probablement retirer le cathéter. Alors, quel isolement maintenant pour les patients neutropéniques? Parce qu'on dit, ils n'ont pas de défense immunitaire, ils ont un risque infectieux élevé. Et effectivement, il y a des risques, soit par contamination aérienne, et là, dans l'air, c'est plutôt les champignons, comme l'aspergillus, les virus. Et puis, il y a le manuportage pour toutes les bactéries. Donc, le bénéfice de l'isolement, il a été plutôt démontré pour les neutropénies profondes et prolongées. Et c'est ce que disent les recommandations, c'est moins de 500 polynucléaires et plus de 7 jours. Et bien sûr, il faut toujours prendre les précautions d'hygiène et d'asepsie standards classiques. Et alors, quel isolement? Là, dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à regarder deux stratégies d'isolement. Donc, soit il y avait un flux laminaire et les infirmiers et les médecins avaient un équipement stérile complet, surblouse stérile, masque, gants, calots, etc.
Et puis dans l'autre bras, ils avaient juste un filtre à haute efficience et ils mettaient surblouse et masque. Et les familles avaient le droit de dormir dans la chambre du patient parce qu'il y avait des enfants. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence en termes d'infection, que ce soit bactérienne ou fongique. Donc ce qui semble surtout être bénéfique, c'est quand même les filtres. Alors maintenant, que faire? Et là, je vous ai mis une photo de la réanimation de Saint-Louis, parce qu'on est quand même un centre dit expert chez les patients d'onco-hémato, et vous voyez qu'on a des chambres triples. Donc tout ce que je viens de vous dire sur l'isolement, on prend un petit coup. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas isoler le patient? Eh ben, on est tous d'accord que l'isolement ne doit jamais retarder la prise en charge en réanimation. Donc si, comme nous, vous avez une chambre triple, une chambre double, je ne sais pas, c'est pas grave, il faut prendre le patient et ça ne doit pas retarder son admission. De même, s'il y a un patient qui fait un arrêt cardiaque ou qui a une détresse respiratoire, un problème très aigu dans une chambre, il est évident que personne ne vous en voudra si vous devez rentrer, faire un geste urgent sans votre masque ou votre charlotte. Donc les recommandations disent qu'il semble raisonnable de proposer un isolement chez les patients qui ont une neutropénie profonde et prolongée, qu'au mieux, il faut une filtration à haute efficience, de préférence un isolement géographique, c'est-à-dire une chambre seule, et puis mettre une bavette, donc un masque, et une charlotte, la charlotte étant essentiellement pour pas non plus boucher les filtres à haute efficience avec les cheveux. Alors, les facteurs de croissance vont aider le patient à sortir d'aplasie, c'est-à-dire qu'ils vont booster la maturation des polynucléaires neutrophiles dans la moelle. Et le but, c'est que les cellules jeunes se différencient pour que la durée d'aplasie soit la plus courte possible. Alors, en réanimation, il n'y a pas de bénéfice vraiment démontré. Dans la littérature, chez les patients hors réanimation, on pense que ça leur fait gagner 24 à 48 heures d'aplasie pour les très longues aplasies. Et vous voyez que dans cette étude, il n'y avait aucune différence. Alors, c'est une étude qui a toutes les limites qu'elle comporte, mais il y avait 30 patients qui recevaient du GCSF, 30 patients qui n'en avaient pas. Et vous voyez qu'il n'y avait aucune différence sur la durée de sortie d'aplasie. Il n'y avait pas non plus d'impact sur la durée de séjour en réanimation, ni sur la mortalité en réanimation. Donc, est-ce qu'il faut faire des facteurs de croissance en réa? C'est toujours débattu. Et c'est débattu pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un risque d'aggravation d'une infection respiratoire quand les patients sortent d'aplasie. Et effectivement, ici, vous voyez le P sur F et ici la sortie d'aplasie avec les globules blancs. Et on a l'impression qu'il y a une dégradation de l'oxygénation des patients juste avant et autour de la sortie d'aplasie. Et qu'il y a peut-être un rôle du coup du GCSF qui va faire augmenter le taux de globules blancs et les globules blancs qui vont aller se localiser dans les poumons au site de l'infection. Néanmoins, c'est pas très clair. Il y a d'autres études qui le montrent. Ça, c'est Lara Zafrani qui avait fait ça avec Xavier Mignard, qui était un des internes du service. Les patients qui reçoivent du GCSF ici, les patients qui n'en reçoivent pas ici. En noir, les patients qui s'aggravent en sortie d'aplasie. En gris, ceux qui ne s'aggravent pas. Et vous voyez qu'il n'y avait aucune différence entre les deux groupes en termes d'aggravation respiratoire. Donc, les recommandations disent qu'il faut probablement l'interrompre, le GCSF, si les patients sont très à risque de se dégrader en sortie d'aplasie, mais le niveau de preuve reste faible. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas si le GCSF est bénéfique ou délétère, donc il faut l'utiliser au cas par cas. Et enfin, est-ce que la neutropénie doit être un frein à l'admission? Parce qu'effectivement, on se dit, c'est un patient d'hémato, il n'a pas de globules blancs, est-ce qu'il faut vraiment l'admettre en réanimation? Il y a de nombreuses études maintenant qui montrent qu'il n'y a aucun impact sur la mortalité de la neutropénie, qu'il n'y a pas de différence entre les patients qui sont neutropéniques et ceux qui ne le sont pas. En revanche, ce qui semble plutôt délétère, c'est la pathologie sous-jacente, notamment l'allogreffe, d'avoir une infection, d'être ventilé, d'avoir de la dialyse. Il y a aussi l'état général du patient. Donc tout ça joue beaucoup plus que le seul facteur de neutropénie. Et les recommandations disent qu'effectivement, il ne faut probablement pas tenir compte de la neutropénie pour décider de l'admission en réanimation et que c'est beaucoup plus la maladie sous-jacente, les comorbidités, l'état général et puis le projet du patient qui doivent faire discuter son admission. Donc en conclusion, on vient de le voir, il ne faut pas se baser sur la neutropénie pour décider de l'admission d'un patient en réanimation, ce n'est pas un facteur pronostic. La neutropénie fébrile, c'est une urgence thérapeutique. Il faut mettre des antibiotiques de façon très précoce, voire dans l'heure. Pensez à l'infection de cathéter, surtout s'il n'y a pas de point d'appel. Et dans tous les cas, au moins le déperfuser à l'admission, voire l'enlever si le patient est choqué et que vous n'avez aucun autre point d'appel.
L'isolement protecteur, il repose essentiellement donc, sur le masque, les gants et la charlotte. Et puis le GCSF, on ne sait pas si ça aide beaucoup les patients, on ne sait pas non plus si ça les aggrave, donc c'est vraiment à utiliser au cas par cas et en fonction des pratiques dans vos équipes. Je vous remercie de votre attention.